Nathaniel Jarassé est chercheur à l'Institut des systèmes intelligents de robotique de l'Université Pierre et Marie Curie. Il s'intéresse plus particulièrement au contrôle naturel des différents dispositifs robotiques et à leur couplage au corps humain. Il est d'autre part un membre actif de la réflexion éthique autour des problématiques qui sont liées à son domaine de recherche. Donc Nathaniel, merci d'avoir accepté cette invitation et je vous laisse la parole. Merci, je vous remercie pour l'invitation. C'est vrai que ça va être difficile de passer après des experts aussi reconnus des aspects éthiques. Moi, je vais parler en fait plutôt de ma pratique et finalement, je suis rentré dans l'aspect éthique par donc j'appartiens au CNRS à une section d'ingénierie, mais j'appartiens aussi à un comité interdisciplinaire qui s'appelle Méthode, pratique et communication des sciences et techniques, et travaillant sur des objets, comme vous allez le voir, qui sont très proches de plein de phénomènes culturels, mythologiques, etc. Je suis très souvent finalement à proximité, en contact d'idéologies qui remettent en question certains fondements éthiques. Donc ma pratique en fait quotidienne, elle consiste à développer au sein d'une équipe de recherche en ingénierie qui est labellisée par l'INSERM des systèmes d'assistance, de rééducation pour des personnes qui souffrent de troubles moteurs ou sensorimoteurs. Et donc le terme de robotique d'assistance, en fait, dans la présentation que je vais faire, va vraiment être plutôt concentré sur la robotique de réparation du corps, donc quelque chose d'assez intime, pas forcément des robots, disons, humanoïdes, sociaux, d'interaction, même si je reviendrai un peu sur ce que ça peut évoquer d'un point de vue éthique. Donc voilà, mon activité consiste à développer principalement des prothèses, des modes de contrôle, des exosquelettes pour la rééducation, des choses comme ça, que je fais avec un certain nombre de collègues et de doctorants. Donc le but de la présentation aujourd'hui, en fait, c'est d'illustrer autour d'un espèce d'état des lieux assez rapide des technologies de réparation du corps, la nécessité d'une éthique de la recherche en robotique. Ce n'est pas moi qui amène cette idée-là, elle est quand même poursuivie depuis un certain nombre d'années dans ma communauté, et qui se traduit cette comment dire, éthique de la recherche par une vision globale et non fragmentée du processus d'innovation technologique, par une conscience et une compréhension même au niveau de l'ingénierie, des relations technologie-société, de l'évolution de la médecine, de l'effet de l'idéologie. Et je suis ravi d'avoir assisté à la présentation de M. Kahn, qui a notamment évoqué cet aspect-là, qui est aussi important finalement que l'objet en lui-même. L'idée de l'objet est aussi importante. Un recentrage autour donc, du patient et de l'humain. Et puis, un élément important, c'est cette communication mesurée, démystifiante et pédagogique, un peu en lien avec la notion de consentement éclairé, pour s'opposer au discours un peu facile, un peu de charlatan qu'il y a dans le monde technoscientifique. Donc ma présentation va s'articuler de la manière suivante, c'est un peu scolaire. Je vais donner quelques éléments de contexte sur des notions dont on a tous entendu parler, mais qui sont plus ou moins claires, notamment celle de l'anthropotechnie, de l'enhancement qui a été évoqué tout à l'heure, et du transhumanisme, qui est un mot un peu magique, qui rassemble beaucoup de choses sans être très précis. Je dresserai un état de l'art rapide des technologies robotiques de réparation en prenant quelques exemples, prothèses, exosquelettes, interfaces cerveau-machine, qui sont des objets chargés. Et puis en rappelant, mais alors très rapidement, les principes éthiques existants, finalement, qui sont déjà en œuvre dans les processus de conception de ces objets-là, ce dont le chercheur doit se soucier. Et puis un point un peu plus particulier sur les risques éthiques des idéologies technoscientifiques, que je développerai sur la fin, pour en fait illustrer au travers finalement à quel point même des éléments de communication ou de vulgarisation ou d'idéologie peuvent influencer très fortement comment dire, le grand public, les patients, et finalement il y a des enjeux éthiques derrière cet aspect-là aussi très fort. Donc le contexte, en fait, on est dans une ère à l'heure actuelle de nouvelles utopies. La médecine est en train de se transformer, on est en train d'évoluer. Donc il y a dans ces concepts d'utopie liés à la santé, il y a ce fameux concept d'algénie d'un politologue américain, Jeremy Rifkin. C'est cette contraction de alchimie et biotechnologie. Donc en fait, on ne serait plus forcément dans une recherche de la nouvelle alchimie qui n'est plus le matériau parfait, mais ce serait le corps parfait. Et puis, il y a cette utopie de la santé parfaite, de la perfection du corps qui arrive de plus en plus. Et finalement, apparaît une nouvelle forme de médecine qui n'est plus une médecine thérapeutique ou de réparation ou de soins, mais ce qu'on appelle une anthropotechnie, une technologie d'amélioration du corps. Et donc, il y a un spécialiste de ça en France, c'est Jérôme Goffet, qui est un philosophe de Lyon, qui a écrit un très bon ouvrage là-dessus. Et donc, l'anthropotechnie, c'est l'idée d'améliorer, d'augmenter les sens existants, de développer des nouveaux sens, d'augmenter les capacités physiques, cognitives, allonger la durée de la vie, et finalement de transformer un peu cet état du normal vers de l'amélioration. Et en un sens, on est déjà dans une ère de l'anthropotechnie aussi, il faut que ça puisse paraître, mais des innovations comme la pilule contraceptive, la chirurgie esthétique, le dopage, les psychotropes,
sont déjà des choses qui sont présentes, qui existent, courantes plus ou moins. Et donc finalement, cette transformation de la médecine, elle est très importante. Elle fait évoluer à la fois aussi la relation patient-médecin vers celle d'un client-praticien. Et elle n'est pas neuve en fait, parce que finalement, quand on regarde la définition de la santé de l'OMS en 1946, il est déjà fait état, en fait, donc la santé, ce serait un état de complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc du moment où on introduit cette notion de bien-être, il y a une médecine dite de confort, qui peut être assez difficile à qualifier, à définir rigidement, et donc qui ouvre la porte à tout un tas de nouvelles pratiques, plus ou moins cautionnées par le corps médical, plutôt moins que plus. Et donc finalement, ces enhancements, cette anthropotechnie, l'idée c'est finalement derrière ce concept d'enhancement ou HET, Human Enhancement Technology, il est de forme multiple, c'est-à-dire que on peut avoir des améliorations par le biais de plein de choses. Alors ça c'est un document qui est issu plutôt d'un cahier sur le transhumanisme et l'homme augmenté avec une idée de convergence de ces technologies-là, mais ça prend plein de formes. Ça peut être donc des thérapies anti-âge, des médicaments, de la bioinformatique, mais aussi des évolutions sociales, de l'IA, parce que l'IA en soi n'est pas forcément une finalité, mais disons que le développement d'IA forte pourrait permettre d'obtenir un boost dans nos capacités à innover et de résoudre des problèmes qu'on ne peut pas encore à l'heure actuelle, ou traiter du big data pour par exemple arriver à détecter des épidémies en avance ou trouver de nouvelles solutions à des problèmes complexes. Et puis évidemment, forcément, et donc là, dans le domaine dans lequel je me retrouve moi plus, cet aspect de cyborg, c'est-à-dire d'hybridation de l'homme et de la machine ou d'organes artificiels. Alors, une espèce de parenthèse sur qu'est-ce que c'est qu'un cyborg, c'est intéressant de resituer un peu le contexte. C'est un terme qui a été inventé dans les années 60 par des ingénieurs aéronautiques, et donc c'était dans cette pleine période de la conquête spatiale, et c'était l'idée en fait de coupler un dispositif, enfin une entité biologique avec un dispositif de régulation artificielle, technologique, qui était lié d'une manière intime. Et là, vous avez le premier cyborg, qui était un rat équipé d'une pompe hémostatique qui était placée en sa queue. Donc à la base, c'est ça, mais finalement, en fait, les cyborgs actuels, maintenant, puisque le terme est devenu assez courant et a dépassé celui de la science-fiction, décrit un peu tout ce qui serait un corps hybride entre une technique, enfin un corps biologique et des dispositifs technologiques. Ça pourrait être des gens équipés d'appareillages mécatroniques, comme je vais développer un peu plus, les implants de régulation végétative, alors là des pacemakers ou des défibrillateurs automatiques, le cœur Karma qui en a à ce début, mais qui est déjà une prouesse assez impressionnante. Puis il y a beaucoup de choses dans le domaine des substitutions sensorielles. Ça a été évoqué tout à l'heure comme une nouvelle de science-fiction par Axel Kahn. Les implants cochléaires sont très au point, les substitutions, les rétines artificielles en sont au début, même si on commence à avoir des acteurs même industriels qui développent des solutions, mais on ne restaure pas réellement la vue, on propose autre chose, une substitution. Bon, et puis des choses anecdotiques comme des performances artistiques de, par exemple, cette personne-là qui souffre d'une achromatopie et qui a un implant qui lui transforme les couleurs vues par la caméra en des vibrations dans la boîte crânienne, et donc avec laquelle il s'est réinventé une perception des couleurs. Donc on est déjà dans une ère entourée, entre guillemets, de cyborgs selon cette définition. Mais en fait, on peut même étendre le concept beaucoup plus loin, et c'est ce qui est fait en général dans pas mal de domaines d'anthropologie ou de philosophie. En fait, on peut considérer que l'humain en lui-même est un cyborg. Et là, vous avez un neuroscientifique assez connu qui s'appelle Andy Clark, qui a écrit cet ouvrage Natural Born Cyborg, dans lequel, en fait, l'idée, c'est que l'humain est la seule espèce biologique qui a autant cette capacité à intégrer des éléments de son environnement, des outils, et autant la capacité à apprendre de nouvelles techniques et de développer de nouvelles cultures, techniques. Et de ce fait, nous sommes naturellement des cyborgs nés. Et ce concept-là, c'est pas forcément neuf, c'est quand on regarde l'anthropologie de la technique, avec les travaux d'André Leroi-Gourhan sur l'influence du milieu et de la technique sur le développement des hominidés, on a déjà ces concepts qui étaient présents. Donc c'était une petite parenthèse. Donc derrière ces idées d'enhancement, en général, à l'heure actuelle, on entend toujours parler du transhumanisme, qui soutiendrait en fait ce type de technique-là. Donc une rapide définition du transhumanisme, en fait, c'est un mouvement intellectuel et culturel qui est né dans les années 80 en Californie, à la base plutôt artistique, et puis qui a gagné des galons académiques récemment, et donc qui prône l'usage des sciences et des techniques pour améliorer en fait les caractéristiques de l'espèce humaine. L'idée, c'est de dépasser notre condition biologique de mortel. Donc il y a différentes définitions qui peuvent être données à la fois par le Conseil consultatif national d'éthique ou un de leurs penseurs, Anders Sandberg. Leur idée, en fait, c'est que le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement, la mort sont inutiles et indésirables, et surtout de considérer que nous ne sommes pas arrivés à un stade final dans notre évolution biologique, et qu'on peut être maître par notre maîtrise technique de l'évolution future de notre espèce. Et donc c'est une idéologie utilitariste et libéraliste qui a des facettes très diverses. Alors,
l'histoire est assez récente de ce mouvement-là. On peut noter, mais très rapidement, qu'il a vraiment été créé, nommé en 98, lors de la création de la World Transhumanist Association, où ils ont défini en quelque sorte une sorte de transhumanist FAQ, de Frequently Asked Question, qui est une sorte de texte de manifeste. Et ce qui est intéressant en fait de voir, c'est qu'en 98, leur principe était d'améliorer la condition humaine par la raison et la technique, et que très rapidement en 2002, ils ont rajouté un deuxième point fondamental, qui est l'étude de la répercussion, des répercussions et des dangers et de l'éthique de ces pratiques-là. Donc pour se prémunir un peu d'être des gens trop engagés, ils ont tout de suite intégré un volet de réflexion. Alors il y a différentes... Ce qu'il faut garder à l'esprit en fait de leur évolution, c'est que d'un courant un peu anecdotique, culturel, c'est devenu en fait un mouvement difficilement identifiable, mais qui est représenté dans des universités, différentes institutions académiques. Je vais revenir juste après là-dessus. Et c'est un courant qui est multiple, avec beaucoup d'idéologies différentes, entre des abolitionnistes qui veulent limiter les souffrances, des libertaires qui prônent une liberté totale de l'individu et la possibilité de s'améliorer, des technoprogressistes qui ne voient amélioration que s'il y a progrès au terme de la communauté, d'un point de vue donc une approche plus démocratique, et qui considèrent que s'il y a un enhancement d'une personne, ce n'est pas un progrès. Tout un tas de choses plus ou moins sérieuses. Et donc, les idéologues, en fait, l'évolution qu'il y a eu, c'est une évolution un peu à la fois des idéologies et puis des institutions. C'est-à-dire qu'on est parti de gens qui venaient plus de courants artistiques, culturels, comme Natacha Vitamor, et en fait, pour aller vers des gens qui sont plus des académiciens. Les représentants les plus comment dire, sérieux actuels sont des gens comme Anders Sandberg ou Nick Bostrom. Il y a Raymond Kurzweil qui est connu puisqu'il est CTO de Google, mais c'est quelqu'un qui est un futurologue et qui a des prédictions assez anecdotiques, alors que des gens comme Sandberg ou Bostrom sont des philosophes, des bioéthiciens, qui construisent une réflexion vraiment poussée. Et cette évolution-là, elle se voit dans des institutions où c'était des groupements d'intérêt. Et puis maintenant, on a des institutions vraiment académiques, avec par exemple le Future of Humanity Institute à Oxford, le Centre pour la neuroéthique d'Oxford toujours, le Future of Life Institute lié au MIT de Max Tegmark. Et en fait, il y a une vraie évolution. Il faut garder une chose à l'esprit, c'est qu'en 2016, finalement, le concept d'homme augmenté, même si on le ramène toujours au transhumanisme, il n'intéresse plus beaucoup les transhumanistes. Il a beaucoup intéressé, il a été un peu aussi comment dire, provocateur dans les années 2000, quand de ce petit courant intellectuel rigolo, l'armée américaine a demandé un rapport à deux chercheurs, Rocco et Bainbridge, sur les possibilités d'utilisation de ces technologies pour améliorer l'humain. Et là, d'un coup, ça a fait prendre de l'ampleur à ce mouvement-là, qui a gagné un peu de crédibilité. Mais depuis, ils se sont beaucoup écartés de cette réflexion-là, qui est assez dangereuse et litigieuse. Et leur évolution, en fait, elle est beaucoup plus maintenant sur des thèmes des réflexions sur du risque existentiel. Dès que vous voyez des grands... donc le risque existentiel, c'est un risque qui menace l'espèce humaine sur plusieurs générations. Et donc des catastrophes planétaires, de climat, des invasions extraterrestres, ils se permettent tout. Et un des ouvrages assez représentatifs là-dessus, c'est celui de Nick Bostrom, qui est le penseur à l'heure actuelle de ce courant, qui s'appelle Superintelligence. Un des risques envisagés, c'est celui d'une intelligence artificielle forte qui mettrait en péril l'espèce humaine. Et donc, comment dire, quand vous entendez parler des projets globaux de colonisation extraplanétaire, par exemple avec les projets d'Elon Musk, qui est un transhumaniste assez fini, de Mars, des réflexions à l'échelle planétaire en fait d'améliorer le bien de la planète en général, c'est le nouveau versant le nouveau visage de ces courants. Donc pour en revenir en fait à l'idée, donc ils sont très souvent caricaturés comme le transhumanisme et le mal. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et surtout comment dire, la réflexion que ces derniers penseurs engagent rend la chose beaucoup plus complexe et le discours plus audible. Et ce qu'ils mettent en avant, et c'est un point très important qu'il faut quand même garder, c'est que finalement il y a des oppositions assez fortes qui se font à ces mouvements-là. On devrait interdire l'augmentation, mais comme on l'a vu avant, on est déjà dans une ère dans l'anthropotechnie, on est déjà dans une ère dans laquelle on a accepté certaines modifications possibles du corps qui ne sont pas thérapeutiques. Et donc c'est très difficile de définir des frontières entre qu'est-ce qui est réparé, qu'est-ce qui est augmenté. Entre un homme réparé, instrumenté, connecté, avec son smartphone, hybridé, avec tout ce genre de choses-là, finalement la frontière est floue. Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce que finalement le transhumanisme a eu l'avantage de mettre en avant, c'est l'aspect normatif et culturel de la frontière entre réparation et augmentation.
pour reprendre cet aspect de, par exemple, normal et pathologique de Canguilhem. Finalement, c'est flou, c'est une construction. Ce qui peut être jugé pour nous comme une réparation nécessaire pour des personnes qui ont un corps handicapé, peut être détourné, utilisé ou considéré dans d'autres cultures comme une augmentation et quelque chose qui dépasse la norme. Donc, je ne sais pas pourquoi pardon, ça apparaît. Donc, effectivement, ces débats, il y a énormément de débats et d'enjeux éthiques autour de l'enhancement, donc de vraiment l'augmentation, puisqu'il y a plein de questions qui sont posées. Je vais passer très rapidement, mais c'est des choses classiques d'identité, de responsabilité, de droit, d'inégalité, parce que si ça génère une médecine à deux vitesses et une fracture dans la société avec des gens augmentés ou, par exemple, les chimpanzés de l'espace, qui est le terme utilisé par Ray Kurzweil pour décrire ceux qui ne voudraient pas s'augmenter dans les années à venir, les problèmes de sécurité, de progrès technologique, donc il faudrait que ce soit accessible à tout le monde, l'accès, l'information et l'éducation à ça, la législation et les coopérations internationales, parce que si tel pays refuse les augmentations mais tel autre les autorise, il y aura du tourisme et du nomadisme médical comme on l'observe pour d'autres pratiques, des aspects de respect, de tolérance, de respect de la diversité, enfin, beaucoup de considérations comme ça de l'évolution de la vie humaine assez complexes, et évidemment il y a beaucoup d'opposition au transhumanisme, des courants idéologiques opposés, des fois très opposés, donc des courants dits bioconservateurs, comme il y a dans les domaines de la bioéthique, mais là je pense que je ne vous apprends rien, avec des penseurs comme par exemple Jacques Ellul, qui est un penseur qui s'est beaucoup intéressé à la question de l'aliénation et qui, en fait, qui critique l'aliénation par la technique, parce qu'on transfère du sacré à la technique, des courants anti-industriels, avec ces fameux, vous allez entendre souvent parler de ce terme-là, néoludite, qui est en référence en fait au ludisme, qui était un courant anti-industriel au XIXe siècle. Dans les premières époques de mécanisation, par exemple des métiers à tisser, il y aurait eu un ouvrier anglais, Ned Ludd, qui serait rentré dans une usine pour casser ces métiers à tisser, pour protester contre la mécanisation du travail. Et ce terme-là est à la mode à nouveau, et on a un certain nombre de collectifs, pièces et main-d'œuvre, entre autres, par exemple, qui reprennent, qui se revendiquent un peu de ces courants-là. Et donc, ce sont des courants anti-industriels, anti-aussi capitalisme en général, et puis des courants d'écologie intégrale avec une opposition très franche entre l'artificiel et le naturel, donc un retour vers la nature et ces choses-là qui s'opposent aussi forcément à ces idéologies transhumanistes. Il y a évidemment des courants intermédiaires, pas forcément appliqués, donc tout ça on est dans la réflexion philosophique parce qu'en soi on n'est pas vraiment à l'ère de l'augmentation, avec donc des courants dits bioéthiques qui à la fois critiquent le bioconservatisme en leur disant que finalement on est déjà dans une ère où on a accepté certaines augmentations, donc ce serait déraisonnable de ne pas de tout bloquer, puis à la fois de critiquer le laisser-faire qui est très présent dans dans l'approche libertarienne du transhumanisme, donc avec des régulations éthiques et puis l'importance du risque et du consentement libre et éclairé. Ce sont que des propositions à l'heure actuelle, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Un des autres problèmes des comités éthiques qui viennent plutôt des domaines médicaux, c'est la difficulté pour eux de juger des aspects très techniques comme la médecine est en train d'en proposer de plus en plus. Donc en fait, où on en est de ces fameuses technologies robotiques de réparation du corps, parce que je vais vous montrer que finalement on est très loin de ces questions d'augmentation, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas un grand nombre d'enjeux éthiques derrière les pratiques et les recherches actuelles. Quand on regarde les technologies pour réparer le corps, ça ne devrait pas apparaître, je m'excuse, il y a des grandes avancées médicales et chirurgicales. Dans ces dernières dizaines d'années, on a des nouveaux médicaments, des thérapies novatrices, la chirurgie qui a excessivement progressé à l'heure actuelle. On a des avancées technologiques simples dont tout le monde bénéficie, des dispositifs de correction comme les lunettes, les aides auditives, les corsets, les cannes. Et puis, il y a eu des vraies avancées sur les implants de régulation végétative. Les pacemakers, les pompes à insuline fonctionnent. Bon, le cœur artificiel à part, mais les respirateurs, les dialyseurs dans des salles de réanimation sont des objets courants, utilisés, qui sauvent la vie des gens. Et puis il y a la robotique qui est évoquée très souvent, alors que finalement, bon, au travers des exosquelettes, des prothèses robotiques ou des BCI, Brain Computer Interface, les interfaces cerveau-machine, finalement, la robotique à l'heure actuelle répare assez peu de monde. Donc qu'est-ce qu'elles offrent réellement? C'est le but un peu de cet état des lieux. Je vais passer rapidement quelques exemples d'objets vraiment représentatifs. Les exosquelettes, l'objet technologique qui commence à exister hors du laboratoire, donc en 2015 ou 2016. Donc on va avoir deux catégories. On va avoir des technologies pour réparer partiellement l'homme. Alors il y a un domaine dans lequel l'objet est sorti du laboratoire, c'est les exosquelettes d'assistance à la marche des patients paraplégiques. Donc là, on commence à avoir des dispositifs parce que c'est un besoin précis, simple, qui ne vise pas à remplacer le fauteuil roulant, mais qui vise à mettre la personne debout de temps en temps, et qui, c'est une machine à faire marcher.
Et ça commence à fonctionner parce qu'on répond à des besoins très spécifiques. Il faut voir que derrière l'objet qui paraît un peu science-fiction comme ça, on a un dispositif où vous avez une télécommande au poignet, vous allez appuyer sur se mettre debout, et dès que vous penchez votre dos, le système se met debout. Ensuite, vous allez appuyer marcher, et dès que vous penchez devant, le système enclenche un cycle de marche. Vous relevez le torse, il s'arrête. L'équilibre doit être garanti par la personne, par le biais des cannes anglaises. C'est un peu différent sur le système Rex qui est là, mais concrètement, c'est un dispositif extrêmement simple, mais qui fonctionne bien, qui répond à un besoin. On a aussi un autre domaine dans lequel les exosquelettes commencent à être disponibles, mais on n'est plus vraiment dans la réparation, on est dans la rééducation. Donc les robots de rééducation, en fait, au-delà du fantasme, ça ressemble simplement à une grosse machine de kiné un peu plus complexe. On s'adresse à de la rééducation neuromotrice, donc plutôt des gens qui ont des pertes après des accidents vasculo-cérébraux, des traumas crâniens, pas de la rééducation physique. Et donc l'idée, c'est de aider la personne, l'assister dans son schéma de récupération moteur, l'encourager pour essayer d'augmenter l'intensité de la thérapie, sa motivation, de proposer aussi une quantification auprès du thérapeute par l'acquisition de plein de données biométriques pendant les séances. Mais ça reste des objets qui sont à l'hôpital. La personne va interagir avec pendant un certain temps et le but étant qu'elle récupère elle-même ses capacités, ce qui est très différent d'un système d'assistance embarqué qui doit être là en permanence. Alors, on va avoir aussi, ça c'est un peu anecdotique, mais le cas de l'homme assisté. Donc de plus en plus se développe l'utilisation d'exosquelettes et ça sort du laboratoire pour assister les opérateurs sains dans des milieux industriels, avec par exemple en fait, la prévention des troubles musculo-squelettiques pour un certain nombre d'opérations qui demandent de la force physique. Alors par exemple l'utilisation d'une meuleuse, donc des dispositifs d'exosquelettes par exemple par Lockheed Martin, très simple à base de ressorts, comme un équilibreur de caméra qui est utilisé dans le cinéma, pour reprendre le poids de l'outil et pour minimiser en fait les mauvaises postures et les efforts et améliorer l'ergonomie au travail, ou des tentatives avec cette boîte française RB3D, par exemple d'assistance sur des opérations de génie civil, le tiré de râteau, qui est une opération très coûteuse énergétiquement, qui sont des premières tentatives. Donc là encore, on assiste un humain qui est plutôt en plus un humain en bonne condition physique, on ne l'augmente pas, parce qu'en général, on l'augmente pour peut-être une opération qui va être de supporter un outil ou tirer un râteau, mais pour le reste des opérations, il est très souvent handicapé, les marches sont assez stéréotypées, ça demande un certain nombre d'efforts de concentration pour pouvoir utiliser ce genre de choses-là. Donc en fait, ça marche parce qu'on est dans des cas très simples, dans lesquels on n'a pas eu à faire sauter des verrous scientifiques qui nous bloquent encore énormément, qui sont ceux du partage du contrôle. Un exosquelette qui assisterait une personne âgée, c'est-à-dire une personne qui a des troubles de la marche ou de l'équilibre à certains moments, c'est-à-dire qui marche bien, donc il faut la laisser faire ce qu'elle fait, surtout pas la gêner avec une armure de 200 kg quand ça va bien, et puis repérer un mauvais geste et le corriger quand il faut le corriger, mais le corriger sans la bloquer et la faire tomber. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe parce que derrière, c'est une compréhension parfaite du contrôle moteur humain, de l'interaction avec, de détection des intentions motrices, etc., chose qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et un point important à souligner, c'est que derrière l'objet qui semble moderne, finalement, il y a du progrès technologique, on fait du carbone, puissance embarquée, des batteries lithium-ion, etc. Mais le concept est vieux. Un exosquelette, par exemple, d'assistance à la marche, dans les années 60, fin 60, au Mihailo Pupin Institute en Serbie, il y avait déjà ce genre de dispositif-là qui était déjà en test. Donc il faut faire attention à l'effet progrès et modernité derrière ces objets. Pour les prothèses, qui est un domaine sur lequel je travaille un peu plus, je vais détailler un peu plus. Donc, il faut faire la part des choses entre ce qui est disponible commercialement pour le membre inf et le membre sup, et puis pour aussi les avancées de la recherche, parce qu'on communique à l'heure actuelle énormément sur les avancées de la recherche. Il y a des unes du monde à chaque avancée dans un laboratoire sur ce domaine-là, mais concrètement, ce qui est proposé aux patients n'a pas beaucoup évolué depuis les années 60. Donc, pour le membre inférieur, il y a des dispositifs assez au point. Pourquoi ? Parce que ce sont des systèmes dits autonomes. C'est-à-dire que vous n'avez pas de contrôle vraiment volontaire dessus, vous avez plutôt un système intelligent, plus ou moins intelligent, une sorte d'articulation type ressort amortisseur, mais qui peut s'adapter à ce que vous faites, se verrouiller quand vous êtes statique, s'adapter à votre vitesse de marche, au défaire du terrain, etc. Pour les chevilles, c'est un peu différent. À l'heure actuelle, on est plutôt à une activité, un pied, donc on est très loin de la polyvalence du corps humain. Et certes, vous avez des lames de carbone, comme vous les voyez en bas, qui permettent à certaines personnes de courir assez vite. Mais avec ces mêmes lames de carbone, vous pourrez regarder, Oscar Pistorius par exemple, il ne peut pas s'arrêter. S'il s'arrête, il tombe. Il est obligé de sautiller en permanence parce qu'elles ne permettent pas l'équilibre statique. Pour ça, il faudrait un pied type K1, K2 qui sont là. Donc il y a de la performance, mais de la performance segmentée. Et puis, pas tout à fait, excusez-moi. Alors, je vais y revenir, pardon. Il
Il y a des améliorations qui commencent à arriver sur le marché. Donc de la même façon, des chevilles intelligentes actives qui permettent, donc là on voit une cheville active et une cheville passive, de restituer de l'énergie à certains moments du cycle de la marche, d'être un peu plus maligne qu'une simple structure mécanique et de gagner en possibilités énergétiques et en confort. Donc il y a des grandes avancées pour le membre inférieur parce que ce sont des systèmes autonomes. Concrètement, vous ne les pilotez pas volontairement pour leur dire lève-toi, plie le genou, etc. Vous faites, ça suit. Et puis pas de polyvalence, puisque comme je l'ai indiqué, si vous voulez faire de l'escalade ou nager, il faudra des prothèses différentes. Pour le membre supple, c'est là où le bas blesse, c'est que les approches de contrôle sont très différentes. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui est amputé, quel que soit son niveau d'amputation de membre supérieur, la solution d'appareillage classique remboursée par la sécurité sociale, c'est ça. C'est une main qui ouvre et qui ferme et un rotateur de poignet avec un système de contrôle dit myoélectrique. C'est une technologie qui a été inventée dans les années 60. Concrètement, on mesure les activations musculaires de groupes musculaires qui sont sur le moignon. Et finalement, quand cette activation, cette contraction dépasse un certain seuil, ça active une fonction sur la prothèse. Donc concrètement, vous contractez, par exemple, vous êtes amputé au-dessus du coude, votre biceps, votre main va se fermer, votre triceps, la main va s'ouvrir. C'est un contrôle un peu particulier, parce qu'on est habitué à contrôler nos mouvements, mais nos muscles assez peu. Et comme il y a deux fonctions, pour passer de l'une à l'autre, vous allez avoir une série de codes pour passer d'une fonction à une autre. En général, on utilise par exemple une co-contraction, c'est-à-dire que vous allez contracter les deux muscles pour passer de la main au poignet. Ça, c'est un exemple des contractions que doit faire une personne juste pour attraper une bouteille d'eau, où en fait, vous allez voir que quand vous avez des contractions, donc en rouge, un des groupes agonistes et en bleu, antagoniste, quand elle contracte que le rouge, donc le poignet tourne, elle contracte les deux à la fois, elle fait un switch, elle passe à la main. Donc avec le bleu, elle ouvre la main, elle ferme la main sur la bouteille, puis elle recontracte les deux pour se passer du contrôle de la main au contrôle du poignet, et ensuite elle tourne le poignet. Donc c'est affreux, ça décompose le mouvement, c'est extrêmement coûteux cognitivement, et ça demande une grande expertise et beaucoup d'entraînement de la part des patients. Et ce qui est encore plus affreux, c'est qu'en 2015, en fait, depuis une dizaine d'années, commencent à apparaître des mains polydigitales, c'est-à-dire que la mécatronique avance, on sait faire des structures robotiques avec beaucoup d'articulations, qui reproduisent assez bien le système moteur humain. Et donc, il y a plein de fabricants qui proposent des mains. Et récemment, par exemple, il y a des mains comme la main Touch Bionics. C'est une main polydigitale, donc avec un moteur par doigt, donc qui permet de reproduire beaucoup de postures de la main humaine. Elles sont disponibles et même elles passent au remboursement. Sauf que le problème, c'est que le système de contrôle n'a pas changé. Et donc concrètement, la manière dont vous allez vous servir de ces mains-là, c'est que vous allez en fait définir avec une app un certain nombre de codes presque morse de contraction qui vont vous permettre de passer d'une posture à une autre. Donc une main comme ça, vous n'avez pas la possibilité de contrôler indistinctement les doigts. Vous allez plutôt avoir en fait la possibilité de la passer dans des postures, par exemple pleine main, 3 doigts, 2 doigts, 1 doigt, ou des postures comme ça où la pince clé. Et en fait, pour naviguer dans ce mode-là, vous allez par exemple faire 2 contractions de biceps, une de triceps, alors ça sera telle position-là. 2 contractions longues, ça sera telle autre position. Et quand vous êtes dans un mode biceps, triceps, ça va vous permettre de bouger la main. Donc il y a un gros décalage entre le matériel et les possibilités de le contrôle. Et les approches sont très handicapantes. Et là, en plus, j'ai illustré un seul aspect, celui du contrôle. Or, nous sommes des êtres sensorimoteurs, on agit parce qu'on perçoit. Et agir sans avoir de retour sensoriel est extrêmement handicapant. La vue ne fait pas tout, contrairement à ce qu'on peut l'imaginer quand on a toutes nos fonctions proprioceptives ou tactiles. Et ça, il n'y a pas de matériel sur le marché qui propose ça. Alors, la recherche avance beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se font sur, par exemple, l'emboîture, la connexion physique entre l'humain et la prothèse qui est problématique, donc avec des dispositifs d'identification, par exemple, là au MIT, des tissus pour adapter les emboîtures, avec une procédure chirurgicale qui s'appelle l'ostéo-intégration, qui consiste à monter une broche dans l'os pour, au lieu de venir se fixer par une emboîture couvrante, avoir un système de clip sur une broche osseuse, qui peut aussi permettre de placer des électrodes en interne dans le muscle pour avoir une meilleure mesure. Ça se développe de plus en plus, ça donne beaucoup de confort pour les patients. Il y a des grandes avancées sur le contrôle, avec par exemple du machine learning et puis des approches chirurgicales. Alors ça, c'est une approche qui date de la fin des années 2000, qui a été faite une dizaine de fois pour l'instant, qui s'appelle la réinnervation ciblée. Et en fait, ça consiste à rerouter les nerfs qui allaient vers le bras amputé, vers des groupes musculaires toujours présents dénervés. Donc typiquement, on reroute les nerfs de la main, par exemple, vers le pectoral qu'on va désinnerver, parce que le pectoral, en absence de bras, il sert assez peu. Et donc le principe, c'est qu'après une rééducation forte, quand la personne pense à contracter sa main fantôme, elle va avoir des zones de son pectoral qui vont s'activer. Et donc on peut récupérer, par exemple, sur le patient que vous voyez là, quand il contracte par exemple son pouce ou son index ou son petit doigt, on va avoir différentes zones de son pectoral qui vont se contracter. Donc l'idée étant d'avoir sur le pectoral
tout un tas d'articulations pour lesquelles on pourrait placer des ensembles d'électrodes différents pour permettre un contrôle simultané des fonctions et pas avoir seulement 2 électrodes qui contrôlent tout. Il y a une dizaine de personnes qui l'ont reçu dans le monde et maintenant cette chirurgie elle réapparaît sous le terme de neurotisation. Elle commence à être mise en place aussi dans les pays européens. L'idée étant par exemple pour quelqu'un qui a une neurotisation de biceps, c'est de séparer des petits morceaux de biceps et triceps du nerf qui les innervait à la base et d'y placer dessus les nerfs qui allaient à la main. Et donc finalement l'appel à une main fantôme va activer ces zones-là spécifiques du biceps sur lesquelles on plaçait d'autres électrodes pour piloter distinctement la main, par exemple d'un coude prothétique. Alors en machine learning, il y a beaucoup d'avancées qui se font, c'est-à-dire l'idée c'est de placer plein d'électrodes et par exemple quand vous êtes amputé au niveau de la main, vous n'avez plus la main, mais les muscles des doigts qui sont dans la partie de l'avant-bras sont toujours présents. Donc l'idée est de décoder les contractions musculaires des muscles des doigts toujours présents au travers d'une grille d'électrodes et d'algorithmes de machine learning, donc des algos qu'on entraîne. Les mêmes algorithmes qu'on utilise pour reconnaître par exemple le visage sur vos photos Facebook, c'est à peu près le même principe. Donc il y a des avancées de laboratoire, avec des choses incroyables en laboratoire ou dans des services de laboratoire associés à l'armée américaine. Donc là, on a un patient ostéo-intégré avec une réinnervation de biceps et puis un bras polydigital qui coûte une centaine de milliers de dollars, qui n'est vraiment pas accessible à tout le monde et qui lui permet de faire certaines actions à peu près basiques. Donc, il y a des possibilités, mais ça reste encore vraiment de la recherche. Du point de vue du retour sensoriel, il y a beaucoup de recherches qui se font aussi, mais pas transférées. Beaucoup de choses sur capter, donc avec des pots qui vont repérer, être capables de mesurer le tactile, les vibrations, la force, etc. Au niveau des capteurs et des stimulateurs, en fait, beaucoup de recherches, parce que l'idée, c'est de développer des substitutions sensorielles. On prélève avec des capteurs une information, on la rend via un autre sens, ou via une zone déportée du corps qui a le même sens, donc mesurer la force et la rendre par des vibrations au niveau du moignon, mesurer la température et la rendre peut-être par le biais d'un encodage avec des stimulations électrotactiles par exemple, ce qui demande toujours, et c'est un des points, beaucoup d'apprentissage de la part du patient. Il n'y a pas de réparer, augmenter, il y a toujours un expert qui va passer des heures à apprendre, et c'est de l'expertise motrice qui est gagnée. Les gens qui font de la régénération motrice font de la régénération sensorielle, donc l'idée c'est de rerouter ces mêmes nerfs sensoriels vers d'autres zones pour qu'en fait, après repousse et entraînement, les personnes perçoivent lorsqu'on leur appuie par exemple à un endroit du pectoral, un appui qui serait fait sur la main fantôme. Bon, la sensation n'est pas aussi bonne que ça, mais il y a des choses qui commencent à se faire. Des restaurations invasives, ça c'est un exemple assez intéressant d'un projet européen qui a été fait en 2014 où il continue maintenant d'implanter des gens. Donc l'idée en fait c'est de stimuler électriquement de manière invasive les nerfs sectionnés du moignon pour restaurer en fait des sensations de toucher et de force au niveau de ce qui serait l'équivalent d'un pouce et d'un index, un petit doigt de la prothèse, ce qui a permis à une personne par exemple qui était équipée de ça de repérer des formes ou des raideurs d'environnement. Alors de ces mots, ce qu'elle a, c'est pas un retour tactile, ça ressemblerait plutôt à des sortes d'acouphènes tactiles, c'est-à-dire qu'elle sait si elle est en contact ou pas, mais on est très très loin de pouvoir, en renvoyant des décharges électriques, rejouer la finesse du message nerveux qui transite actuellement dans ces nerfs. Donc voilà. Alors derrière tout ça, un dispositif qui est un peu clé, c'est celui des interfaces cerveau-machine qui intéresse tous les dispositifs d'assistance, que ce soit du fauteuil roulant, du bras pour des personnes qui sont en locked-in ou en tétraplégie complète. L'idée, en fait, c'est d'essayer, on rêverait de pouvoir avoir un port d'interaction qui ne serait pas celui des muscles ou d'un encodage très compliqué, mais de pouvoir décoder directement des intentions motrices. Ce qu'il faut savoir, en fait, et je pense que pas mal d'entre vous sont au courant de ça, mais ça reste des objets de laboratoire et surtout des objets preuve de concept qui souffrent de beaucoup de choses. En fait, à l'heure actuelle, ces systèmes-là, par exemple l'électroencéphalogramme qu'on voit là, ou la grille d'électrode qui a été implantée sur cette patiente tétraplégique en 2012, qui lui a permis de piloter un bras pour se saisir d'objets du quotidien. En fait, il n'y a pas de détection des intentions motrices, il y a en fait détection d'états cérébraux pour lesquels la personne a été entraînée vraiment pendant des heures et des semaines à les exhiber, et à la fois un algorithme a été entraîné à les détecter. Donc en fait, ça revient finalement à passer par un échange extrêmement pauvre, puisque les messages, la dimensionnalité des messages, si vous voulez, derrière une interface cerveau-machine qui est utilisée sur un fauteuil roulant, l'idée c'est qu'on vous entraîne à exhiber 4 états cérébraux distincts, qu'on va arriver à distinguer vaguement dans le bruit que peut fournir un système EEG. Et en fait, on va attribuer à chacun de ces états une action, par exemple avancer, arrêter, tourner à droite, tourner à gauche. Mais ce n'est pas plus. Pour l'instant, l'échange, le dialogue, il est de ce type-là.
Et malgré tout, il demande beaucoup d'entraînement parce que arriver à produire des états cérébraux répétables, on ne sait pas vraiment le faire. Ces systèmes-là souffrent de beaucoup de problèmes de robustesse. C'est pour ça que les objets commerciaux qui existent sont complètement anecdotiques. Ceux qui sont sortis dans le monde du jeu vidéo, de l'électroencéphalogramme à une électrode, je ne sais pas s'il y en a qui en font, mais on ne voit pas grand-chose si ce n'est l'activation des muscles faciaux. C'est anecdotique. Et ça reste donc en plus des systèmes, donc encore une fois, avec un contrôle unilatéral, pas de bouclage sensori-moteur, ce qui rend les choses extrêmement complexes. Il y a des grandes avancées, alors je suis désolé, les vidéos forcément passent pas très bien, récentes, alors bon, elles ont déjà quelques mois, mais avec des choses qui font la une, par exemple du Monde, un patient tétraplégique qui a reçu un implant, qui s'est entraîné à raison de 2 fois 4 heures pendant 2 ans, pour arriver à exhiber des états cérébraux qu'on associe à des actions de son corps, qui sont mobilisés par le biais de stimulateurs FES, de stimulation électrofonctionnelle, et qui lui permet en fait de contrôler des postures de sa main pour faire des activités du quotidien. Voilà à peu près où on en est, sachant que l'appareillage n'est pas du tout embarqué et que c'est quelque chose qu'il faut réentraîner très régulièrement et qui est très complexe, très lourd pour le patient. Alors il y a des promesses assez intéressantes avec d'autres techniques d'imagerie cérébrale en quelque sorte, qui permettent de décoder un peu plus finement des intentions motrices plutôt que de décoder des états cérébraux, avec notamment de l'ICOG, donc de l'électrocorticographie, donc ça revient à faire de l'EEG mais sur le cerveau. Pour l'instant, c'est réservé à des patients, je crois, qui sont atteints d'épilepsie profonde dans le cas de traitements très particuliers. Et donc là, on arrive à décoder un peu plus dans le cortex moteur ce qui est en train de se passer pendant l'action de mobilisation d'une personne qui bouge son doigt, et donc de repérer ça, de le faire mimer par une prothèse. Mais ça reste les débuts, c'est extrêmement lourd, et ça demande des entraînements et des entraînements de l'algorithme aussi extrêmement complexes, peu robustes. Donc on voit qu'en fait finalement il y a un très gros décalage entre ce qui est en général ce qu'on attend de ces dispositifs-là et finalement ce qu'on est capable de faire en 2016, assez peu de choses. Et en fait ce décalage il s'explique de plusieurs raisons. La première en fait c'est qu'on vit dans un monde très chargé d'un point de vue mythologique, avec ces mythes culturels du cyborg, de la transcendance, de Prométhée, pour tous ceux qui sont chercheurs dans ce domaine-là, de vouloir forcément jouer à Dieu et de mélanger le vivant et l'artificiel. Et puis à ça s'ajoute le fait qu'il y a une surreprésentation d'un certain nombre de figures médiatiques, de monstres au sens de Foucault, c'est-à-dire de gens qu'on ne peut pas vraiment classer, qui sont à la fois handicapés mais à la fois athlètes de haut niveau. Alors Oscar Pistorius, Aimé Mullins qui est bi-amputé de jambes et mannequin, Hugh Hare qui est bi-amputé de jambes et directeur d'un laboratoire au MIT, qu'on a vu tout à l'heure, qui est quelqu'un de hors norme. Et finalement, en fait, ça légitime un peu cet imaginaire. Il y en a finalement des gens augmentés, etc. Alors que le tableau est beaucoup plus complexe. L'autre point particulier, c'est que la robotique est une technoscience, contrairement à d'autres domaines de recherche. On est une recherche scientifique, mais très appliquée. Technoscience, ça se caractérise par 2 points. D'abord la circularité, c'est-à-dire que la recherche en robotique, on ne fait pas forcément des robots, par exemple, pour prendre cet exemple-là, un robot humanoïde ou une paire de jambes qui marche juste pour le fun de faire une paire de jambes qui marche, ou un robot qui joue au billard pour le challenge que c'est. Mais c'est plutôt qu'en fait, derrière, en général, c'est une application qui nous permet d'étudier les mécanismes d'apprentissage, essayer de comprendre en fait des techniques d'apprentissage moteur ou d'apprentissage par renforcement qui sont celles dont on pense qu'elles sont utilisées par les enfants pour acquérir des expertises motrices. Et donc l'idée, c'est que cette recherche-là permet d'améliorer notre compréhension, et en même temps, en améliorant notre compréhension, on s'en sert pour réaméliorer les robots en retour. Par exemple, pour la robotique de rééducation, elle sert aussi beaucoup à collecter des données, améliorer nos modèles de compréhension de la récupération neuromotrice, de la plasticité cérébrale, et puis en retour d'essayer de développer des nouveaux modes de fonctionnement de ces robots de rééducation qui prennent en compte ces aspects-là, donc cette circularité-là. Et l'autre, l'opérativité, c'est l'autre caractéristique d'une technoscience, c'est qu'en fait, on est très proche du public, de l'objet, du transfert, de l'objet du grand public, parce qu'on fait une recherche basée application, basée problème, et donc les objets se transfèrent extrêmement rapidement. Il y a peu de choses comme les drones qui sont passés aussi vite du laboratoire au sapin de Noël. Donc, de ce fait, on est très proche en fait de la société des individus, des besoins et de beaucoup d'enjeux, parce que l'influence elle n'est pas simplement unilatérale, elle est bilatérale, et même en fait c'est beaucoup plus compliqué. On est dans un écosystème où finalement un objet il répond
pas seulement aux besoins individus, mais aussi au mythe un peu collectif, au fait que la vulgarisation et la médiatisation qui en effet va participer à créer des besoins auprès de certaines personnes ou des envies. Des entreprises sont là avec des messages idéologiques forts, comme il a été fait mention tout à l'heure, et finalement tout est lié, et c'est assez simple de croire que l'objet et la recherche technologique en robotique, elle répond à un besoin, par exemple d'un patient en situation de souffrance. C'est une vision un peu simpliste des choses, et donc forcément dans un schéma et dans un écosystème aussi complexe, il y a de très nombreux enjeux éthiques, légaux et sociétaux. Et donc forcément, dans le cadre de l'innovation en robotique d'assistance ou de réparation du corps, on essaie de répondre à un certain nombre de principes éthiques existants. Alors je vais passer très rapidement parce que je ne suis pas éthicien, j'ai pas ces compétences-là, mais c'est des choses dont on est au fait. Il y a des cadres juridiques des dispositifs technologiques médicaux, même si cette définition de dispositif technologique médical très large est celle qui va nous poser problème avec les évolutions, par exemple, de la recherche médicale et des CPP, où finalement un médicament ou un joystick à retour d'effort, qui est une forme de robot primitif, est vu de la même façon comme un dispositif médical. Et ça ne va pas rendre la tâche facile non plus pour des comités pas forcément experts de ces technologies-là. Donc il y a tout un tas de points forcément à suivre, les aspects de dignité humaine, d'inviolabilité, d'intégrité physique et psychologique du corps. Donc tout ça sont sortis en fait de différents documents qui existent, qui ont beaucoup plus réfléchi sur la notion d'implant, mais finalement on est très proche de la barrière de la peau, comme je l'ai montré sur ces technologies-là, et on doit en fait s'y soumettre aussi. Les notions de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, il y a des choses à l'heure actuelle par exemple qui ont lieu sur l'appareillage prothétique, où on a des data loggers qui sont embarqués pour suivre l'activité et l'utilisation qui en est faite, et il y a des pays qui commencent à proposer au remboursement des dispositifs plus technologiques, sous couvert que l'analyse des logs montre qu'ils en ont une bonne utilisation. Si vous vous demandez une police digitale mais que vous en servez juste pour faire ça, concrètement, vous repasser à une main simple classique. Et ça, ça soulève des vraies questions en fait, de respect de la vie privée et d'équité. Les principes de précaution, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de technologies qui passent très vite, même à la médiatisation, pour lesquelles on a très peu de retours. Tout ce qui est implants cérébraux, à l'heure actuelle, pas mal de réglementations, notamment américaines, obligent à retirer les implants après des durées assez courtes. Mais il y a des tentatives en Europe qui se font sur des durées plus longues, pour lesquelles l'objet est quasiment en train d'être transféré, alors que finalement on a peu de retours à long terme sur le comportement du corps au contact des électrodes. Cet aspect de minimisation, de spécification de la finalité et puis de proportionnalité et de pertinence, parce que on peut se demander au regard de la lourdeur de la chirurgie, par exemple de réinnervation ciblée que j'ai montré tout à l'heure, qui n'est pas une chirurgie réversible, dans le sens où on dénerve des muscles qui étaient sains de la personne. Au regard en fait, du bénéfice accordé, on peut se demander si, parce que ça ne marche pas aussi bien que c'est supposé, si c'est réellement adapté, et puis tout un tas d'autonomie et de limites à imposer au dispositif en termes de contrôle, perte de contrôle du patient sur son propre corps. Donc le contexte éthique qui est derrière en fait, ces enjeux qui ont déjà été explicités, il y a deux documents qui sont vraiment intéressants sur cet aspect-là, qui ont vraiment encore une fois focalisé sur le côté implant et pas forcément le côté dispositif robotique externe, mais finalement c'est très similaire. C'est le travail du groupe européen d'éthique des sciences et nouvelles technologies, assez ancien, de 2005, mais toujours aussi valable, sur les aspects éthiques des implants TIC dans le corps humain. Et puis en 2013, le Conseil consultatif national d'éthique avait été saisi sur les techniques de neuroamélioration. C'était déjà une époque où le courant transhumaniste était déjà assez influent, et donc il y a une analyse assez intéressante qui est proposée. Donc avec ces points qui reviennent toujours, qui sont les mêmes pour tous: dignité humaine, la non-instrumentalisation, le respect de la vie privée, la non-discrimination, en lien avec finalement la médecine à deux vitesses qu'aussi ces technologies qui pourraient être de l'enhancement pourraient proposer, la notion de consentement libre et éclairé qui est extrêmement fondamentale, et on arrive à un tel degré de complexité qu'elle devient presque un peu litigieuse, parce qu'il est très difficile pour des patients qui participent à des expérimentations comme ça d'être conscients de la totalité des enjeux finalement techniques, technologiques, voire même éthiques qu'il y a derrière tous les dispositifs qui sont mis en œuvre, la notion d'équité et puis le principe de précaution, parce que même si on a l'impression que ça s'accélère, il ne faut pas aller trop vite, et des expérimentations qui sont adossées à la création d'une entreprise et à sa première commercialisation, dans le domaine de la technologie de réparation, on en voit très régulièrement.
Alors, il y a eu une tentative en fait d'essayer de réfléchir un peu plus à cet aspect du robot d'assistance ou de rééducation ou de la prothèse ou de l'exosquelette qui a été fait par un organisme pour lequel avec lequel j'ai collaboré qui s'appelle la CERNA, c'est le comité d'éthique de recherche du numérique de l'Alliance Alisten. C'est un peu lourd, mais ça rassemble des comités d'éthique d'écoles d'ingénieurs, du CNRS, de l'INSERM, sur donc, des aspects éthiques des technologies de l'information et de la communication. Et ils ont été saisis en 2014 sur l'éthique de la recherche en robotique, l'idée étant d'essayer de promouvoir une démarche éthique dans la recherche en numérique et d'encourager même les doctorants à être conscients de ces aspects-là. Donc il y a un certain nombre de points qui ont été... de recommandations qui ont été émises. La première, c'est de suivre toutes les réglementations qu'on a pu voir avant et les règles éthiques, médicales et les droits fondamentaux, c'est-à-dire de respecter tous les principes d'usage dans le secteur médical et de demander l'avis des comités opérationnels d'éthique. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, quand on fait une expérimentation avec un robot de rééducation qui peut être un joystick à retour d'effort, on doit demander nous aussi un CPP pour pouvoir mener à bien nos recherches. Et nos revues, nos éditeurs aussi, de plus en plus demandent obligatoirement des numéros d'IRB et des accords éthiques pour pouvoir publier nos données. Et puis un certain nombre de points. Alors celui sur l'autonomie et l'intégrité de l'individu, il est intéressant dans le sens où on voit qu'il y a un certain nombre de dispositifs que j'ai montrés qui sont en partie autonomes, qui résolvent le problème à l'heure actuelle qu'on ne sait pas imposer un bon dialogue entre les deux. Et donc qui dit autonomie dit possible perte de contrôle, et ça c'est quelque chose qui est important. La réversibilité, c'est une chose qui a été proposée, c'est-à-dire qu'une manière de se prémunir d'un danger d'une modification du corps, c'est que cette modification elle soit annulable, même si ça reste difficile à mettre en œuvre, que le chercheur devra être conscient en fait, de la discrimination induite par l'augmentation. Ça, c'est un peu en lien aussi avec les révolutions qu'il y a au niveau éthique européen dans le numérique, avec ces notions de principe de précaution et de recherche responsable, c'est-à-dire d'envisager les détournements possibles qui pourraient être faits de la technologie, avec le principe responsabilité, ce genre de travaux-là. Et puis un aspect qui peut sembler anecdotique, mais de communication publique, c'est-à-dire que faire attention dans ce domaine-là qui est très vulgarisé, de faire une communication mesurée et pédagogique, sachant que tous les questionnements et les interprétations que ça peut susciter. Et c'est ça que je vais un peu développer juste après. Donc, juste un point particulier, c'est que là, moi, je vous ai beaucoup présenté des aspects d'outils robotiques. En fait, le terme robot, il est très vague, il est très large. Ça peut couvrir d'un algorithme à un dispositif, un robot humanoïde, ou on va même recouvrir aussi robot des outils. En fait, il faut faire la distinction entre outils et machine, dans le sens où l'outil reste sous le contrôle d'un opérateur, alors qu'une machine est un dispositif qui a une certaine autonomie décisionnelle. Et dans la définition même en général d'un robot, ça reste quand même quelque chose qui a des capteurs, des actionneurs, une capacité de décision, une capacité d'action, et donc il y a une certaine autonomie. Finalement, une prothèse robotique de membre supérieur, c'est pas vraiment un robot, ça reste plutôt un outil robotique, mais qui est sous le contrôle total de la personne. Donc il y a des problématiques qui se posent moins. Par contre, il y a des robots d'assistance, notamment pour, par exemple, les personnes âgées, des robots d'interaction sociale qui sont de plus en plus envisagés, comme des compagnons à domicile, en EHPAD, domestiques, etc., qui soulèvent d'autres questions pour lesquelles aussi la CERNA a essayé de réfléchir. Donc, par exemple, le cas particulier du robot autonome, celui qui prend des décisions, les dangers, en fait, c'est les pertes progressives de la capacité décisionnelle. Donc, il faudrait qu'il y ait toujours la possibilité que le système soit repris en main, qu'il n'y ait pas de décision faite à l'insu de la personne, que ce soit affiché. Faire attention à l'influence sur l'opérateur, parce qu'on sait parfaitement que sur un écran on vous propose deux choix, de la manière de présenter les choix on peut très bien vous influencer là-dessus, et c'est assez facile à faire sur des systèmes avec des personnes qui interagissent avec des personnes en situation de faiblesse. La caractérisation des situations, le traçage et l'explication, c'est d'être capable de fournir un schéma explicatif de la prise de décision qui a été faite, pour arriver, s'il y avait par exemple un litige, arriver à retracer ce qui a pu se passer. Et dans le cas de la robotique d'assistance sociale, alors là on est sur un cas de particulier, par exemple donc l'interaction sociale avec des personnes âgées ou des personnes en situation de faiblesse. Il y a un grand domaine de recherche sur la robotique compagnon pour des enfants atteints d'autisme, avec tous les dangers un peu importants de manipulation des émotions, de l'affectivité, de l'attachement et les risques que ça peut générer ces personnes d'un point de vue psychologique. Et donc les préconisations sont de bien mesurer l'utilité au regard des finalités, de faire attention à cette frontière vivant-artefact, qui est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que de jouer sur l'anthropomorphisme, et par exemple, un robot qui dirait « je comprends », alors qu'en fait c'est une parade, c'est un code à un endroit, il ne comprend pas vraiment. Chez les personnes en situation de faiblesse vont inférer qu'il comprend vraiment et lui attribuer des qualités et lui projeter des choses qu'il ne devrait pas projeter dans une machine.
et puis donc différents aspects de communication, parce qu'on est sur des domaines très, très particuliers, et on peut se poser la question des fois sur la médiatisation qui est faite sur ces dispositifs-là, de presque utiliser le cas de l'autisme pour promouvoir la robotique d'interaction sociale à certains moments. Et donc là, j'ai présenté des choses assez concrètes sur finalement les principes qu'on devrait respecter dans la conception de ces dispositifs-là. Et je vais conclure en fait sur ça, sur en fait les risques éthiques au-delà de l'objet et des risques éthiques autour de l'objet, les risques éthiques autour des idéologies technoscientifiques. Ça a été beaucoup évoqué, ce mot est revenu plusieurs fois dans le discours de M. Kahn tout à l'heure. C'est qu'il n'y a pas forcément besoin du dispositif, de l'objet, de la pratique, de l'interaction avec le corps pour avoir déjà des questions éthiques qui se soulèvent sur l'influence qu'on peut avoir sur le comportement, la perception des gens, l'orientation de la recherche, etc. En fait, il y a des grands enjeux derrière la communication scientifique et l'entretien ou la création d'idéologies technoscientifiques, comme notamment les courants transhumanistes, voire à la fois en opposition bioconservateurs auxquels ils participent. Et donc les risques que je vais illustrer, c'est les biais sur la perception de l'innovation, les risques de répression et de réorientation de la recherche, les problèmes de confiscation du débat et l'oubli du patient et du corps. En fait, l'idéologie technoscientifique orientée, elle introduit, et même moi à mon niveau de technicien appliqué, je le perçois, des biais perspectifs dans le jugement des avancées techniques réelles. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand on a une idéologie technologique très avancée et une réalité qui est en arrière, ça crée de la déception chez les utilisateurs, ça crée de la déception par exemple chez des personnes qu'on a pareil, qui ont lu le monde, qui ont vu un truc incroyable et qui en fait finalement se rendent compte de ce qui est réellement disponible. Ça encourage indirectement la futurologie et il y a un certain nombre de supports de médias comme les conférences TED qui parlent d'une sursimplification, ont une tendance à promouvoir une idéologie plutôt qu'une réalité technique, et ça va moduler le jugement de valeur, c'est-à-dire qu'il y a un risque que finalement la valeur d'une innovation technologique, ce soit plus la réponse à un vrai besoin ou une amélioration de la vie du patient, mais finalement que la valeur, elle soit plutôt liée à la proximité avec la science-fiction. Et j'ai un exemple affreux à vous montrer, c'est en 2016, il y a une marque, alors c'était une opération commerciale marketing, la société de jeux vidéo Konami qui fait des jeux vidéo dans le futuriste dans lequel il y a des personnages appareillés, qui a payé le développement d'une prothèse de nouvelle technologie. Donc concrètement, cette prothèse, d'un point de vue fonctionnel, elle ne change rien à la prothèse de 1964, c'est-à-dire c'est toujours du contrôle myoélectrique successif, une fonction après une autre, etc. Sauf qu'en 2016, vous avez une station d'atterrissage d'un mini-drone, vous avez un écran tactile, vous avez des LED, des lasers qui peuvent clignoter en fonction de votre rythme cardiaque, une station de recharge de votre téléphone portable. Enfin, donc là, typiquement, on a un processus d'innovation qui a été dévié, et la démarche n'est pas extrêmement éthique de promouvoir ce genre d'innovation-là, qui est presque une insulte quand on voit les problèmes que les patients ont encore avec leur matériel prothétique. Sur ça va assez loin parce que finalement, on peut se dire que le grand public, a peut-être pas une idée réelle de où on en est et de ce qu'il faudrait travailler plus, mais ça peut remonter plus haut, c'est-à-dire que ça va avoir une avancée, une pression sur les avancées de la recherche, c'est-à-dire que même au niveau gouvernemental, au niveau des agences de financement, elles peuvent se laisser envahir par une idéologie plutôt qu'une réalité de laboratoire, et donc il peut y avoir des péremptions et des dépréciations thématiques avec par exemple le fait que comme le proof of concept est sorti, qu'il y a eu un article du Monde qui dit que ça y est, par exemple les exosquelettes pour l'assistance à la marche des paraplégiques existent, il n'y a plus vraiment besoin de faire de la recherche sur les exosquelettes, l'objet est là. Or l'objet il répond à un besoin très précis, c'est passé sous silence le fait qu'il y a plein de simplifications et qu'on est dans un cadre très particulier qui permet de faire marcher. Et puis l'autre problème c'est celui de l'oubli de la phase de transfert, c'est-à-dire qu'entre une preuve de concept technologique qui est médiatisable avec une vidéo, un article Nature, et un objet qui est utilisable sans une équipe de 10 techniciens autour, qui doit être remis à niveau toutes les heures, il y a un pas énorme, et cette phase-là, elle est très souvent déconsidérée et oubliée. Ça peut remonter, donc, comme je disais, au niveau politique et financier. Et bon, c'est anecdotique, mais quand on regarde à l'heure actuelle un portail de l'Union européenne et qu'on regarde les illustrations qui sont utilisées pour... alors, c'est du design, c'est du marketing, mais c'est assez représentatif. L'interface homme-machine, elle est médiatisée avec des représentations complètement mythologiques, complètement décalées. Et il y a une tendance quand même assez grande à la science-fiction, avec des appels maintenant qui sont vraiment orientés sur ça, qui ont ces mots-clés-là dans leurs appels, comme les Future Emerging Technology, les projets FET, pour nos domaines-là, valorisent vraiment une proximité avec la science-fiction, plus que de répondre aux problèmes, par exemple, de sudation, dont tout le monde se fiche dans l'emboîture des patients amputés.
Sur la dérive et la confiscation du débat, en fait, c'est que finalement, il devient difficile avec ces idéologies-là de revenir à cette question même de l'éthique, de la réparation du corps, des problèmes en fait, de la conscience de soi, du corps hybride, etc. Parce qu'il y a en permanence une invasion de la question transhumaniste qui est une question politique. On oublie la recherche, on oublie le besoin médical, et puis on se ressent finalement, ça devient un nouveau terrain de jeu politique, de débat pour ou contre, une nature technique, etc. Et ça se voit quand on voit le nombre de colloques qui sont organisés sur le transhumanisme, et même des colloques, par exemple la MGEN auquel j'ai participé. On aurait pu attendre qu'il y ait une réflexion sur le principe mutualiste et tout ce qu'il y a en jeu derrière les assurances maladie, etc. Ça n'a pas du tout été vraiment le cas, parce que le débat a été un peu confisqué par le thème du transhumanisme. Et puis, un certain nombre de productions qui évacuent complètement l'expert technique du débat sociétal. Comme on a le droit de se projeter, allons-y. Et donc, on a des ouvrages qui, en fait, construisent des réflexions éthiques et sociales, mais sur un terrain qui est de l'ordre, parfois, de la rubrique science du 20 minutes, et qui ne sont pas basés sur grand-chose. Donc, le problème plus loin, c'est que ça, à un certain niveau, c'est que finalement, celui qui se fait évacuer le premier, c'est le patient. Et ça, c'est une démarche, c'est anti-éthique, à mon sens. Dans le sens où finalement on va voir des corps beaux, réparés, augmentés, etc. Le corps meurtri d'un désarticulé scapulothoracique ou d'un patient à qui on propose une chirurgie de Krukenberg qui transforme en fait ces deux os de l'avant-bras en une pince fonctionnelle, extrêmement fonctionnelle. On les médiatise pas, on les voit pas. Il y a le risque que le patient devienne un prétexte des technosciences. Et tout ça, ça participe aussi à la complexification de ce qu'on appelle l'état liminaire du sujet appareillé, c'est-à-dire qu'on a des patients qui à la fois sont amputés, et j'ai essayé de jouer à l'image de cyborg parce que c'est une manière assez intéressante pour retrouver, pour vaincre le stigmate et retrouver une place dans une grille sociale, mais qui à la fois savent parfaitement à quel point ils sont handicapés et qu'ils doivent passer sous silence le fait qu'ils sont en train de faire des centaines de contractions extrêmement crevantes pour donner l'illusion que le geste est facile et qu'ils ont bien été réparés. Et puis l'oubli, c'est ça, c'est l'oubli du corps et de ses techniques, c'est-à-dire le risque de mélanger l'expertise motrice et l'augmentation, c'est-à-dire d'oublier les heures en fait, d'entraînement que ça a demandé pour contrôler ce nouveau corps, en passant sous... il y a peu d'articles, peu de vulgarisation qui met en avant le fait que c'est des séances de plusieurs heures d'entraînement pendant des mois pour arriver à obtenir un résultat acceptable, mais c'était la même chose quand nous on a appris à servir de notre propre corps étant bébé. Il a fallu des années avant de gagner cette expertise motrice, et donc ça entretient ce mythe de l'instantanéité, de l'interchangeabilité que la science-fiction a beaucoup popularisé. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Ma présentation, voilà, le but c'était de souligner la nécessité d'une éthique de la recherche dans ces domaines même très techniques, aussi parce que c'est en lien avec le corps, donc ça donne encore une dimension un peu plus sacrée à ça. Et donc ça passe par quoi? Ça passe par une espèce de vision globale. Il faut qu'on ne regarde pas que la technique, qu'on voit le patient, qu'on évite la fragmentation comme elle est faite à l'heure actuelle dans nos domaines, et qu'on soit aussi conscient de toutes ces relations technologie-société, des idéologies, des courants transhumanistes qui font du lobbying avec des aspects aussi économiques derrière, de l'évolution des métiers des normes, c'est-à-dire de ne pas dire non, le transhumanisme est mal, ils sont méchants, parce qu'ils ne sont pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On est dans une évolution vraiment des normes thérapeutiques, de la médecine, de notre relation au corps, et donc de toujours en fait se recentrer sur le patient, l'humain, et d'essayer de vulgariser le plus possible pour donner un esprit critique au grand public et une réalité leur donner des clés pour être capable d'apprécier les innovations technologiques. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.